Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Communityco. À travers cette chaîne, on part à la rencontre de créateurs de communautés, de dirigeants de réseaux et de community builders pour savoir comment ils ont fait pour développer leur communauté et fédérer leurs membres. Mon objectif, tirer les vers du nez de nos invités afin qu'ils nous donnent leurs meilleurs conseils, leurs meilleures astuces et des tips actionnables et concrets pour bâtir une communauté. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour Clément, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Tout va très bien. Il fait beau, c'est le printemps. Écoute, c'est le genre de moment de l'année qui font que tout va bien. Je sors de maladie pourtant, donc j'espère que je vais pas avoir trop le cerveau embrumé. Mais je suis en train de me rétablir, donc normalement ça devrait bien aller. Oh, t'inquiète, ça s'entend pas en tout cas, donc t'inquiète pas Très bien. pour ça. Je me sens un peu palo, mais quand je me vois dans la caméra, mais tu mettras un filtre un peu pour. Ouais, je mettrai un filtre Insta, t'inquiète pas, avec des petites paillettes et on va embellir tout ça. Du coup, Clément, je vais te faire une petite présentation pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Donc, du coup, de 2015 à 2019, tu as été responsable marketing digital chez Soon Vibes. J'espère que je le prononce bien. Euh, Nickel. Suite à ça, en 2019, tu as décidé de voler de tes propres ailes et de naviguer. Et tu t'es lancé en freelance dans le marketing digital jusqu'en 2020. Et depuis 2020, tu travailles donc avec un gros client dont on aura l'occasion de reparler, qui est Crème de la Crème, avec qui tu bosses encore aujourd'hui en tant que community builder. Et c'est aussi l'objet de cet épisode. Et tu as également une newsletter qui s'appelle Community Tips, que tu envoies une fois par mois, il me semble, dans C'est ça. laquelle tu donnes des conseils pour monter sa propre communauté. Est-ce que cette présentation est plutôt claire ou est-ce que tu as des choses à ajouter? Ouais, c'est clair. Il y a quand même une brique à ajouter qui est la brique. En fait, sur mon activité, en effet, j'ai Crème de la Crème sur lequel je suis en fait Head of Community part-time. Donc, je bosse 3 jours par semaine pour eux pour gérer cette communauté. Voilà. Et le reste de mon temps, je l'utilise pour accompagner des projets communautaires, plus sur des choses plus stratégiques et moins opérationnelles, comme ça peut être le cas avec Crème de la Crème. Et en même temps, les deux se nourrissent parce que parfois, justement, en fait, le Crème de la Crème, c'est devenu un vrai labo, un peu sur lequel je peux tester des choses. Et ensuite, je vais pouvoir conseiller mes clients ou même répondre à des questions comme celles que tu vas me poser parce que j'aurais testé pas mal de choses. Donc voilà, en tout cas, j'ai vraiment cette double activité aujourd'hui qui est mon socle de 3 jours chez Crème et les 2 jours qui restent sur de l'accompagnement, que ce soit à l'heure ou même à la journée. Encore, ça peut arriver sur d'autres clients. Ok. Justement, j'ai une première question par rapport à ça. Donc, tu travailles depuis 2020. Est-ce qu'en 2020, le poste de community builder existait déjà ou est-ce que tu les as rejoints pour autre chose et ça s'est fait naturellement après? Enfin, c'était quoi vraiment la mission de base pour laquelle tu t'es recruté? Alors ouais, ça existait déjà et ça existait déjà depuis un moment. Crème de la Crème, ça a été un des pionniers sur la partie communauté. Enfin, je ne saurais pas dire la date exacte. Avant, la personne avant moi qui gérait la communauté de Crème de la Crème, c'est Alexandre Loire, qui, voilà, qui continue toujours à faire pas mal parler de lui sur ces projets communautaires. Et, et en gros, il avait déjà créé cette communauté, je crois qu'elle avait quasiment 3 ans. Donc ça faisait déjà 3 ans que Crème de la Crème avait un community builder dans ses locaux. Et donc moi, j'ai pris la suite, donc avec une communauté qui était déjà bien implantée. Ok. Juste en deux mots, crème de la crème, parce que peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. C'est quoi? C'est une communauté de quel type de personnes? Alors, c'est une communauté de freelance. Donc, c'est en gros le business, c'est un business de plateforme. On peut y en avoir pas mal d'autres. Mais du coup, la vraie composante qui va faire la particularité de Crème de la Crème, c'est quand même la partie communautaire, qui est beaucoup plus prégnante que sur les autres plateformes. Et voilà, donc c'est une plateforme de mise en relation entre des clients et des freelances. Donc, des freelances qui veulent trouver des jobs, quoi, des missions et des clients qui ont besoin de recruter des talents. Ouais. Ouais, un peu comme Malte ou Camas ou ComeUp, enfin des sites comme ça, quoi.
Voilà, je les connais pas tous, mais oui, oui, il y en a plein il y en a plein qui existent comme ça. Ok. Donc, du coup, tu nous as dit que tu avais rejoint un peu le projet qui était déjà établi. Est-ce que tu sais comment est venue l'idée euh, chez Crème de la Crème pour développer cette communauté? Parce que en 2017, le terme de communauté, c'était pas vraiment présent en France, en tout cas. Est-ce que tu sais d'où est née cette volonté chez Crème? Alors déjà, je sais que Crème, ils sont très en avance de manière générale sur tout ce qui est partie marketing et tech. Euh, Ils sont d'ailleurs, quand je suis arrivé, c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué et il a fallu prendre le train en marche et le train il allait très vite, que ce soit les équipes grosses, les équipes tech, la partie communauté, etc. Ils ont toujours été très à la pointe. Donc ça m'étonne pas du tout qu'ils aient été en avance sur la partie communauté. Je pense qu'ils ont été quand même pas mal cherchés sur ce qui se fait aux États-Unis parce qu'en France, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Et je sais qu'ils ont alors, cette dynamique de communauté, elle est venue assez naturellement parce qu'il y avait une frustration qui est une frustration assez commune des freelances sur les plateformes. C'est qu'il y a souvent plus de freelances sur les plateformes que de missions dispo. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de freelances qui sont en attente d'avoir une mission et qui n'en ont pas, soit parce que ils ont un métier niche ou ils sont dans une ville un peu particulière et du coup il y a moins de missions chez eux. Dans ce cas-là, eux, ils sont comme ça en train d'attendre, mais potentiellement il y en a une qui arrivera, mais il y en a, au lieu d'en avoir une toutes les semaines, il y en a une tous les 6 mois. Hmm. Euh, Soit pour X raisons, fait ils sont pas touchés par la mission, ou alors parfois ils candidatent, mais ils sont pas pris parce que ils n'ont pas encore l'expérience, parce qu'ils sont trop éloignés du métier. Bref, et cette communauté, elle vient un petit peu casser la frustration qu'il peut y Hmm. avoir sur la partie voilà, juste de trouver des missions. Et en fait, ça permet aux freelances d'accéder à tout un tas d'autres activités et un tas d'autres choses qui va Ouais. venir les aider et les faire patienter en attendant d'avoir une mission. Ouais, ça permet de les garder un peu activés Exactement. le temps de trouver une mission parce que c'est peut-être aussi le défi des plateformes comme Crème un freelance, en général, il vient, il veut trouver une mission. S'il n'en trouve pas au bout d'une semaine, en général, il va pas persévérer très longtemps et il va abandonner, quoi. Et donc, en fait, cette notion de communauté permet de les garder activés. Et J'ai pas trop de stats sur la désactivation des membres qui ne trouvent pas de mission, mais c'est sûr que au bout d'un moment, quand on essaie une fois, deux fois, trois fois, hmm, et que soit qu'il n'y a pas de résultat, soit chaque fois qu'on vient, il n'y a rien qui se passe, au bout d'un moment, en tout cas, on a une mauvaise image où on s'en éloigne sans le faire exprès parce qu'on oublie et parce qu'on passe à d'autres choses plus prioritaires, quoi. hmm, ok. Donc, toi, tu es arrivé fin 2020 chez Crème, donc ça fait Ouais. 3 ans et demi. Quelles actions tu as mises en place quand tu es arrivé? Parce que je suppose que tu avais un prédécesseur, donc il y avait déjà des choses qui avaient été mises en place. Est-ce que toi, tu es arrivé, tu as continué ce qu'il a fait ou est-ce que tu as apporté ta petite touche à toi et mis en place certaines choses? Ah, ça a été un de mes grands. En fait, moi, je faisais partie déjà de la communauté de Ok. l'autre côté de la barrière avant d'arriver. Donc, c'est une situation assez particulière et je trouve que Alex, qui gérait à l'époque, était une figure forte, qui gérait super bien son truc. Moi, en fait, quand j'ai dégrogé la mission, je me suis dit, waouh, j'espère que je vais pas juste être une pâle copie d'Alex. Et donc, va falloir se bouger pour sortir un programme qui soit très fort. Et en fait, j'ai été challengé dès le départ par les équipes dirigeantes de Crème pour, euh, pour me faire un programme, pour faire une stratégie communautaire qui tienne la route. Évidemment, prenant le train en marche, il fallait que je m'habitue, que je sois, que je m'introduise aussi tranquillement, etc., que je débarque pas en faisant 5 événements d'un coup dès le premier mois. Mais voilà, faut quand même commencer en faisant des choses. Et en fait, en discutant de la stratégie, je pense qu'il y avait des choses que l'ancienne équipe, que l'équipe dirigeante
avait envie de mettre de côté de l'ancien programme et qui voulait d'autres choses qu'il voulait mettre plus en avant sur un nouveau. Et c'est vrai que parfois, le changement d'une équipe comme ça peut être l'occasion aussi de mettre de côté certaines choses. Donc oui, on a changé le programme dès le départ. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de freelance, que ce soit des gens qui étaient un peu des ambassadeurs de la communauté, tout comme des nouveaux arrivants, tout comme des gens qui étaient un petit peu plus normaux, on va dire. Ça m'a quand même pas mal aidé à comprendre la priorisation du programme pour réussir à faire quelque chose qui soit cohérent et qui plaise à tout le monde. Voilà. Ok. Donc on a acheté certaines choses, on a gardé pas mal d'autres choses aussi. Ok. Et donc, en fait, pour trouver ces nouvelles choses, en gros, t'es arrivé, t'as interrogé la communauté, les membres de la communauté. Ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. Ouais, dès que je suis arrivé, c'est que j'ai souvent un peu délégué la prise de décision. Moi, je suis quelqu'un qui doute pas mal. Ça fait partie de ma personnalité. J'ai toujours à me poser. Je suis assez même impressionné par les personnes qui arrivent à dire oh là là, ça c'est la bonne décision, j'y vais tout droit. Moi, j'ai toujours plusieurs idées. Je me dis laquelle est la bonne. Oh là là. Et en fait, de pouvoir déléguer un peu cette prise de décision à la communauté, c'est assez pratique pour quelqu'un comme moi. Et tu vois, quand j'ai plusieurs idées, je me dis, bon, il y a ça, ça et ça qui sont possibles, mais il n'y a qu'un seul chemin qu'on peut prendre, lequel je prends, bah, paf. Et regardez, je vais vous poser des questions, et puis la personne. Voilà. Après, est-ce que c'est une bonne stratégie tout le temps? Non. Il y a des moments, je pense qu'il faut se faire confiance et aller tout droit. Mais en tout cas, ouais, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup comme ça, et au début, je l'ai pas mal fait. Ok. Et après, une fois que du coup, tu avais les réponses à tes questions, concrètement, tu as parlé un peu d'événements. Concrètement, c'est quel type d'événements que tu organisais? Est-ce que c'était des rencontres physiques, digitales, tous les jours, enfin, hebdomadaires, ça se passait comment? Euh, Comme tu peux t'en douter, si je te remets un petit peu dans le contexte de fin 2020, les événements physiques, on n'en avait pas vraiment. Ouais, Donc non, non, ça c'était un peu un avantage pour moi parce que je trouve que les événements physiques sont plus complexes à mettre en place que des événements digitaux. Ça nécessite une logistique un petit peu plus développée. Donc c'est vrai que moi, au début, d'avoir l'obligation, entre guillemets, de ne faire que des événements digitaux, je l'ai pris un peu comme une opportunité. Donc voilà, ouais, on faisait des webinaires, on en faisait une fois par mois. ok, Avec objectif 2 fois par mois assez rapidement. Je crois que 3 mois après, je faisais 2 fois par mois. J'en faisais 2 par mois des webinaires. ok. Webinaire pour tout le monde, du coup. Oui, ça, c'est des webinaires. C'est des webinaires pour tout le monde, entre guillemets, parce que c'est la première année, on avait décidé de faire des webinaires sur des sujets métiers. Et Hmm. donc bah, en fait, on pouvait aussi bien parler de cloud computing que du X design, que de product ou de choses comme ça. Donc, c'est oui, ouvert à tous. Après, moi-même, en animant, par exemple, certains webinaires, par exemple, c'est sur le cloud, Ouais, fallait s'accrocher pour comprendre ce qui se passait. ouais. Et justement, comment tu trouvais ces intervenants? Alors, on avait une stratégie assez particulière. Enfin, assez particulière. Ça, c'est notre, en gros, ligne édito sur la partie webinar. C'est qu'on a deux intervenants. Et ça, je l'ai gardé encore aujourd'hui parce que j'aime bien. C'est qu'on a 2 intervenants par événement. Donc, c'est un Ok, webinar d'1 heure avec 2 intervenants sur un sujet, mais avec 2 angles différents. ok. Et il y a toujours un intervenant qui vient de la communauté, parce que je trouve important de pouvoir mettre en avant les talents de la communauté. Hmm. C'est aussi, en fait, on a une communauté qui est sélective chez Crème, donc on ne fait pas rentrer tout le monde, donc on a généralement plutôt le top des freelances. Et donc, bah, pourquoi aller chercher plus loin que chez ces freelances-là pour trouver des gens qui puissent parler de choses techniques. Et ensuite, j'aimais bien avoir un intervenant extérieur qui soit un petit peu plus, un peu, tu sais, l'intervenant star, entre guillemets, qui puisse ramener du monde, qui puisse, euh, Ouais, où on se dise, waouh, il y a lui qui vient, ah bah, je viens direct, quoi.
Donc voilà. Et donc ce mélange-là était assez intéressant. Ok. Et comment tu les fais coexister dans un live? Parce que souvent, par expérience, nous aussi, on a animé des masterclass. Souvent, tu sais, il peut y avoir un peu des questions d'ego, de se dire, ouais, il faut que je partage, entre guillemets, l'affiche avec une autre personne. Il faut qu'on se mette d'accord sur les choses à dire. On peut avoir des différences de point de vue. Comment toi, tu as fait en sorte que les deux personnes puissent coexister dans un même webinaire? Alors, j'ai jamais eu de problème d'ego. Alors, peut-être que je fais très très bien ma sélection d'intervenants. Pourtant, j'ai eu quelques belles têtes d'affiche. Mais non, j'ai jamais eu de problème d'ego. Ensuite, il a fallu. En fait, le truc, c'est que on a quand même pas mal co-construit. Parfois, ça s'est passé où il y avait quasiment pas d'interaction entre l'un et l'autre. Et en fait, je fais partie 1, il y en a un qui parle d'une chose, partie 2, l'autre qui parle d'autre chose. Et c'est moi qui ai un peu géré tout ça par mail, chacun de leur côté. Généralement, au bout d'un moment, je fais un mail à 3, où on est les deux intervenants et moi, pour faciliter un petit peu les éléments de com, la validation, etc. Puis commencer un peu à les faire interagir ensemble. Mais parfois, c'est très, très limité. Hmm. Notamment avec certains intervenants qui répondent par des mails un peu en monosyllabes ou des gens très occupés ça peut arriver voilà, qui répondent mais qui répondent le strict minimum. Voilà, l'interaction est limitée et parfois en fait je me retrouve avec des personnes qui commencent à interagir l'un avec l'autre en essayant de se dire vas-y on commence, partage le sujet et en fait c'est même arrivé de faire des choses super fun où en fait au lieu de faire une présentation et une deuxième présentation, en fait, on découpait en 6 fois 10 minutes pour l'heure. Et en fait, on faisait 6 grands sujets. Je sais pas, on avait fait sur le Web3 à l'époque. Et on avait découpé en 6 grands mythes sur le Web3 ou 6 grands tu vois, genre, concepts du Ouais. Web3 décryptés. Et en fait, j'avais à la fois quelqu'un qui était très on va dire, c'est une personne qui était plus dans la gestion de projet Web3, chef de projet Web3, et une autre personne qui était vraiment dev Web3, tu vois. Donc, ça permettait d'avoir vraiment Deux points deux de vue. manières. Même, la première était plutôt même assez business, et l'autre très tech. Et du coup, chacun avait un peu sa vision Hmm. de chacun des concepts, et ça permettait d'avoir des discussions assez intéressantes. Ok. Ouais, Donc voilà, enfin, j'ai pas eu peur, en tout cas, de déconstruire mon ouais, idée de ouais, base. tu as réussi à les faire coexister en les faisant interagir ensemble avant le webinaire pour Voilà, construire aussi le plan. je le fais pas mal au feeling pour tout ça, ouais. Ok. Mais c'est bien, oui, parce que bah, c'est de l'humain, quoi, finalement, c'est Ouais. pertinent. Donc, deux webinaires par mois. Et le reste du temps, je suppose que les gens, ils sont pas là juste à attendre les webinaires. Euh, Est-ce qu'il y a, je sais pas, des canaux de conversation? Comment tu les maintiens un peu activés quotidiennement? Parce que c'est aussi un peu le but du community builder. Euh, Est-ce que tu as des, je sais pas, des salons que tu avais où tu partageais des choses quotidiennes ou hebdomadaires? Enfin, quand ça se passait? Ouais, complètement. Alors on a un Slack, Ok. donc c'est notre espace d'échange sur lequel il y a beaucoup de monde, hein. Il y a aujourd'hui il y a un peu plus de 15 000 personnes dessus. Ah oui. Ça fait pas mal de monde. Alors, c'est loin d'être le nombre de personnes actives, hein. Je pense que pour ceux qui sont sur des Slack où il y a beaucoup de monde, ça reste quand même quelque chose à chaque fois qui reste raisonnable. Ça nécessite quand même néanmoins pas mal de modération et il y a aussi beaucoup de sous-canaux qui permettent un petit peu de gérer des conversations avec des personnes qui sont enfin, avec moins de personnes sur le même canal. Et donc, en gros, ils sont découpés. Alors, il y a quelques canaux où il y a tout le monde. Donc, ça va être des canaux un peu de discussion générale. Vu que c'est accès freelance, donc il y a un canal administratif, par exemple, qui est très, très utilisé pour échanger sur les problématiques administratives. Il y a un canal productivité outils, par exemple, ou des choses un peu sur les nouveautés crème, tout ça, où là, il y a tout le monde. Après, sinon, il y a des canaux métiers pour avoir des discussions métiers. Donc là, déjà, on commence à dispatcher la communauté par canaux. On a des canaux villes, Hmm. parce qu'on a pas mal de monde dans plein de villes. Donc voilà, ça permet de faire il y a des rencontres qui s'organisent et tout. Ça, il y aurait pas mal de choses à dire
sur cette partie-là. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe en termes d'animation? J'ai un petit calendrier. Alors, en fait, mon programme, c'est que j'ai des webinars réguliers. Maintenant, on a aussi au moins une rencontre physique par mois qu'on appelle Café Crème, qui sont une journée de coworking Ok. qu'on fait ensemble en partenariat avec Audio, qui est une boîte qui fait du coworking et qui nous offre à chaque fois des lieux. Et vu qu'ils en ont un peu partout en France, ça nous permet d'en tester plein. Voilà. On a aussi un article de blog qui sort par mois. On a des partenaires qu'on met en avant aussi tous les mois. En fait, on a tout un tas de petits sujets comme ça qui font que j'ai toujours quelque chose à dire. Donc ça, en fait, c'est mes rituels. Ok. C'est mes rituels qui font qu'en fait, je sais que, par exemple, le mercredi midi, je vais partager quelque chose qui est en rapport avec un partenaire. Je sais que à J-7 avant un webinar, je fais la communication du webinar. À J+7 après, je fais la communication sur le replay. Donc, en fait, j'ai constamment mon calendrier éditorial qui est rempli avec plein de petites choses à dire. Et puis, en Ok. plus de ça, maintenant, moi, je suis très à l'aise dans ma communauté, donc ça fait un moment que je la gère. Donc je fais pas mal d'impro, entre guillemets. Non, mais enfin, voilà, je vais avoir des choses où vous avez vu passer ça, je sais pas, il y a une nouveauté, une actu qui passe, qui va toucher les freelances. Il va y avoir, je sais pas, même ça peut être une connerie, tu vois, ça peut être, enfin voilà. Hmm. Donc il y a toujours quelque chose à partager. Et ça, c'est ce qui fait que il y a de l'animation et en tout cas il y a des conversations qui sont générées au-delà du fait que c'est une communauté assez mature et qui est très active par elle-même. Je pense que Ok. je peux partir en vacances pendant un mois, je reviens, elle est toujours active, donc ça, c'est cool. Et à Ok. côté de ça, on a un truc, et ça va certainement intéresser tes auditeurs, qui est un peu ce que j'appelle un indispensable, c'est-à-dire dans un programme communautaire, c'est ce petit truc qui fait que les gens ils vont revenir. Ah, Et il c'est y c'est a quoi ce un truc? truc, et ça, si dans votre communauté, vous arrivez à trouver ce truc-là, vous avez gagné, parce que votre communauté, les gens, ils vont revenir par eux-mêmes. Et nous, on a ce truc-là, et j'arrête de faire du réel suspense parce que je vais être lourd, c'est on publie l'émission uniquement sur le Slack. Donc, on a un robot qui publie l'émission sur des canaux missions qui sont Ok. dédiés par métier. Et en fait, si tu veux voir l'émission, il faut que tu sois connecté sur le Slack. Et donc, en étant connecté sur le Slack, en fait, les gens, ils voient les autres conversations, etc. Et vu que nos conversations sont quand même assez quali sur ce Slack, en fait, en allant voir l'émission, tu peux potentiellement être pris dans une conversation ou te dire, c'est vrai qu'il y a ce canal-là, j'ai un problème avec mon administratif, tiens, je vais poser la question là. Et ça Hmm. garde un peu cet espace d'échange actif. En fait, tu as trouvé le truc pour les faire revenir, enfin, pour les faire ouais, revenir quotidiennement et Pour checker. les faire rester et pour les Ouais. faire revenir, parce que c'est assez marrant aussi, parce qu'on parle beaucoup de désactivation, réactivation dans la partie communauté. Mais en fait, souvent, moi, je vois une forte désactivation quand les freelances trouvent une mission. Mais parfois, Ok. 6 mois plus tard, tu les vois pas. Et 6 mois plus tard, ils reviennent et ils redeviennent actifs. Et en fait, parfois, je leur parle et je peux presque leur dire ah, t'es en recherche de mission, toi, de nouveau. Et en fait, il y a une désactivation, une réactivation en fonction de est-ce que la personne est en mission ou en recherche une en ce moment, quoi. Donc, assez intéressant. Ok. Donc là, en gros, si j'ai bien compris, tu as plusieurs canaux qui sont catégorisés par des métiers, par des localisations, donc des villes, par des sujets différents. Donc toi, tu as un calendrier où, en fait, tu as tous tes webinaires et tous tes événements partenaires, en fait, c'est à la même fréquence. Donc, en gros, tu as déjà un calendrier qui est défini, si je comprends bien. Exactement. Et du coup, est-ce que, par exemple, un canal, je sais pas, un canal métier, euh, où tu vois que c'est moins animé, est-ce que toi, de toi-même, tu vas essayer de le réanimer ou de relancer une conversation? Ouais, alors pendant un moment, ils ne fonctionnaient pas du tout ces canaux-là. Donc j'étais un peu. Parce que par exemple, ça fait partie des choses que j'ai mis en place quand je suis arrivé.
Il n'y avait pas de canaux métier, il y avait. Donc, je suis arrivé, bon, déjà, il n'y avait personne dedans, donc il faut mettre les gens dedans, il faut essayer. Donc, j'en fais la promo sur les canaux principaux, je fais la promo de ce canal-là. Non, ce que je fais, c'est que souvent, quand je vois qu'il y a une question qui est posée au mauvais endroit, c'est-à-dire que souvent, les gens allaient poser une question métier dans la partie random, Ouais. et dans le canal général, je disais, ah, bah, c'est plutôt là qu'il faut la poser, donc ça faisait un peu, et puis en taguant le canal, donc les gens voyaient, vous voyez que ça faisait des petits curieux dessus, etc. Et ensuite, c'est surtout, les anciens, parfois, tu peux avoir du mal à les éduquer, entre guillemets, mais c'est surtout les nouveaux, en fait, sur lesquels il faut capitaliser. Ouais, les nouveaux arrivants, vu qu'on a quand même pas mal de nouveaux arrivants mensuellement, en fait, moi, je fais un onboarding assez précis, avec pas mal de choses qui sont nécessaires comme kit de survie dans la communauté crème de la crème. Et dedans, en fait, j'explique bien, bah voilà, je fais un petit tour du Slack très rapidement dans ce onboarding en expliquant, bah voilà, sur ce canal-là, si vous avez des problématiques métiers, c'est ici qu'il faut aller demander. Et c'est vrai que sur certains, par exemple, je sais pas, sur les métiers du produit, bizarrement, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Et bah, j'ai décidé, oui, de pas trop m'y mêler. Parfois, je partage des choses quand je vois passer des trucs. Je sais que sur le canal, et moi, je suis un marketeur, donc sur le canal market, je partage des choses. Sur le canal design aussi, l'autre fois, j'ai partagé des nouveautés que j'avais vu passer, etc. Mais Ok. bon, je ne vais pas chercher des actus pour les poster. C'est si Ouais. vraiment je vois passer quelque chose et que je me dis c'est pertinent de partager. D'accord. Et justement, alors j'ai deux questions, mais je vais commencer par une. Donc en fait, au niveau de l'onboarding, si je comprends bien, c'est dès le début, tu essaies un peu d'éduquer les nouveaux sur le fonctionnement du Slack. Comme ça, en fait, derrière, entre guillemets, ils font pas n'importe quoi, ils vont au bon endroit. Ouais, alors c'est très rapide, hein, c'est une toute petite partie de l'onboarding. L'onboarding, enfin, il est plus fait pour la partie mission, en fait. Mais plus pour vraiment. Parce que c'est vraiment le business, le core business de Crème, c'est quand même la partie mission. Donc, c'est vraiment cette partie-là, faire en sorte que ils candidatent bien, que les gens soient vraiment actifs sur cette partie-là. Mais je fais une petite partie avant la fin sur le Slack. De toute façon, j'ai toujours plein de questions sur le Slack parce que ça rend curieux les gens et c'est un asset qui est quand même très apprécié chez nous. Donc je fais un petit tour parce qu'en fait, tant qu'ils n'ont pas fini l'onboarding, ils n'ont pas accès au Slack. Ok, Donc en gros, ça en fait, juste avant, quand ils ont fini ce tour que je fais avec eux, c'est juste avant qu'ils aient accès au Slack. Du coup, ça leur permet je leur mets un peu l'eau à la bouche, quoi. ok, ouais, je vois. Euh, tu parlais aussi d'événements physiques que tu organises une fois par mois. Cet événement, il a lieu à chaque fois au même endroit, dans la même ville, ou est-ce que ça tourne? Alors ça, c'est une bonne question. Bah, déjà, nous, nos événements, tous les 6 mois, le concept, il évolue totalement. Donc Ok, parfois, on a fait vraiment plein de choses. Je pourrais dire pas mal de choses sur la partie événement. Là, en ce moment, on fait un truc qui nous plaît bien et qui plaît beaucoup à notre communauté. C'est les journées de coworking. Avec souvent, il y a un petit, ça se transforme en after work à la fin, hein, hmm, mais on a cette partie journée de coworking. Euh, Comme je te disais, on a la chance d'avoir le soutien de notre partenaire Wojo qui nous, qui nous fait profiter d'endroits qui sont assez extraordinaires, qui sont les coworking de chez Wojo, qui en ont un peu partout en France. Alors, nous, on va le faire principalement là où on a des freelances et du business. Euh, ouais, et ça va être alors Paris, on le fait beaucoup à Paris, on le fait pas mal à Lille maintenant, parce qu'en plus on a des bureaux à Lille désormais, et on en fait pas mal à Nantes aussi, parce qu'on a pas mal de business à Nantes. Et après, sur les autres villes, ce sont plutôt des événements qui sont gérés par, on va dire, des ambassadeurs. Donc ok, c'est moins nous c'est moins étiqueté crème, mais on a quand même pas mal de choses qui s'y passent. On pourra ok. enfin, je ne sais pas si tu veux que je développe sur ça, mais.
Ouais, mais totalement. En gros, en fait, depuis que je suis arrivé, je me suis toujours rendu compte qu'il y avait des gens qui disaient sur les canaux villes, et ça vous dit pas qu'on se voit pour boire un verre, et ça vous dit pas qu'on se voit pour faire une journée de coworking ensemble, et ça vous dit pas qu'on se voit pour faire du sport. Enfin, je sais pas, mais il y a toujours eu des gens qui disaient, voilà, on est chaud pour se voir. Et en fait, au bout d'un moment, à chaque fois que je voyais quelqu'un dire ça, je le prenais un peu par le callback, quoi, et je l'amenais dans mes DM et je lui disais, écoute, tu veux organiser quelque chose? Moi, je suis super chaud hein, que tu organises quelque chose et je peux t'aider. Et du coup, en fait, j'ai créé un playbook pour organiser un événement localement Ok. en une demi-heure de temps par mois et en leur donnant la possibilité de faire du bruit sur tout le canal parce que moi, je peux notifier tout le canal. Ouais. Donc en fait j'ai créé une petite méthode qui est plus ou moins suivie par les personnes si elles souhaitent ou non. C'est pas une obligation. Et en fait, ça permet un peu d'avoir des gens qui, tous les mois, dans plein de villes différentes, se chauffent à organiser des événements et sans forcément avoir trop besoin de les incentiver d'une manière ou d'une autre parce qu'en fait, généralement, c'est des gens qui ont envie de créer du lien localement, Hmm. qui ont peut-être envie de s'intégrer dans le tissu local business de leur ville, tu vois, qui ont envie de se mettre en avant parce que potentiellement, ils peuvent aussi avoir des choses à vendre à d'autres freelances ou des choses comme ça. Bref, et en fait, c'est des gens qui ont des intérêts ou alors tout simplement, j'ai déjà vu aussi, c'était une Lyonnaise qui arrivait tout juste à Toulouse, qui connaissait personne et qui avait dit ah, je peux organiser un truc comme ça, je rencontrerai des gens. Donc chacun y trouve son intérêt. Ouais. Et, 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 euh, et en fait, ça, pareil, je le mets bien en avant dans l'onboarding à chaque fois. Je leur dis, Hmm. hey, si jamais vous voulez organiser quelque chose dans votre ville, regardez, à Lyon, il y a ça qui se passe tous les mois, à Nantes, il y a ça qui se passe tous les mois, etc. Si vous voulez, allez-y, moi je suis chaud, je vous aide. Hein. Et en fait, j'ai toujours quelqu'un qui vient me voir en DM en me disant, ah ouais, moi dans ma ville, je suis chaud d'organiser, etc. Ouais. Donc voilà. Ouais, donc en fait, c'est une demande un peu des membres que tu as eu. Et toi, en fait, tu leur facilites la tâche parce que c'est vrai que je pense que c'est une chose importante qu'il faut faire, c'est que il y a une différence entre les personnes qui veulent organiser et ceux qui vont réellement le faire. Parce qu'il y a toujours, entre Mm. la théorie et la pratique, il y a toujours un petit écart. Et toi, en fait, tu leur facilites la tâche en les aidant et en leur donnant des conseils, des astuces pour créer justement ces événements. Donc, c'est gagnant pour tout le monde parce que eux, forcément, bah, ils font du réseau, voilà, Mm. potentiellement, ils font un peu de business. Et toi, bah, ça te fait un événement au sein de ta communauté. Donc, Ouais. Ah bah complètement. Complètement, et je l'intègre au calendrier. en plus, ouais. Ah bah ouais, ça, je les tag, je les mentionne, etc. Enfin, ils se sentent pas à l'écart, quoi. Ouais. Ah, non, ouais, c'est Donc ça, assez pertinent. ça marche pas mal. Ouais. C'est assez pertinent de fonctionner comme ça. Ça fait combien de temps que tu as mis ça en place? Ce programme-là, je crois que c'est exactement, je l'ai lancé à fond en juin 2022, parce que depuis le début 2022, il y avait justement cette Lyonnaise qui avait organisé à Toulouse plein d'événements et que je voyais qu'elle le refaisait tous les mois et que ça fonctionnait. Et du coup, Hmm. je suis parti un peu de son cas d'usage pour créer le playbook et pour essayer de le développer dans toutes les autres villes. Ok. Et aujourd'hui, c'est combien de villes qui sont concernées par ces événements? Bah, le problème, c'est que les ambassadeurs, parfois, ils disparaissent, ils sont plus chauds, ou Ouais. alors ils ont eu un coup de froid parce qu'à un moment, ils ont organisé un truc, ils étaient trois, alors qu'ils devaient être 10 à l'origine, tu vois. Il y a eu un gros coup de no-show parce que, pour des Hmm. raisons plus ou moins qu'on a du mal à connaître parfois. Donc voilà, où ils ont plus de temps, etc. Donc il y a toujours 4 ou 5 villes par mois qui se motivent, Ok. voilà. Euh, et Sachant que ça justement, tourne, quoi. pour créer ces événements, parce que là, on parle de Slack, mais pour créer ces événements en local, est-ce que les membres utilisent d'autres outils ou tout se passe vraiment sur le Slack? Non, 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 il y a que ça qui est utilisé. Alors parfois, il y en a qui utilisent des doodles. Parfois, il y en a qui font des invites Google Calendar pour bien s'assurer que les gens viennent vraiment. Mais en tout cas, on va pas faire d'Eventbrite, on va pas faire de Ouais, il n'y a choses pas comme de. ça. Non, non, ça reste quand même relativement informel.
Ok, ouais, il n'y a pas de suivi particulier. Moi, franchement, je veux pas. Après, vu que je les rémunère pas, ces ambassadeurs, Oui. je veux pas les obliger à faire. Il faut que vous fassiez comme ça, il faut que vous débarquiez Non, mais telle enfin, heure, habillé comme ça, etc. Voilà. quand je parlais de suivi, c'était un peu bah, suivre, parce que là, tu vois, tu parlais des personnes qui ont eu un coup de froid parce qu'ils étaient que 3 le 10, ce qui peut en démotiver certains. Ouais. Tu vois, je sais pas, avoir potentiellement, tu sais, des métriques sur les personnes qui viennent pas pour comprendre bah, pourquoi elles sont pas venues Mm. ou enfin pourquoi il y a du Ouais. no-show, quoi. Je vais être transparent avec toi. Ça fait partie des choses que j'aimerais creuser, mais avec mes 3 jours par semaine, j'ai pas trop eu le temps. Ouais, Et avec mais en effet, je suis en pleine refonte. Enfin, je dis ça, mais c'est dans ma to-do list là sur les prochaines semaines. C'est de refondre bien comme il faut ce playbook pour l'améliorer, parce que là maintenant il a 2 ans ce playbook et j'ai ouais. vu qu'il y avait plein d'autres bonnes pratiques qui étaient nées, qui avaient été développées, et je pense qu'il y a pas mal de choses plus. Enfin, il y a moyen de le faire évoluer. Ok. Ouais, non, 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 aujourd'hui, c'est quelque chose qui serait clairement quelque chose à faire, mais qui n'a pas été fait. Hmm. Et comment tu t'es assuré que les ambassadeurs qui organisaient des événements pour les bonnes raisons? Euh, je vais préciser ma question. Certains, tu vois, pourraient se servir de la communauté pour faire un peu leur pub, tu vois, pour dire, bon, bah voilà, j'organise un événement, moi je fais ci, je fais ça, parce que Mmh. on sait très bien que quand on organise un événement, on est mis en avant automatiquement. Toujours Mmh. le créateur de l'événement est un peu celui qui va être, Ouais. où l'attention va être tournée sur lui. Et comment tu as fait pour éviter ça et éviter en fait que les personnes organisent pour les mauvaises raisons? Bah, écoute, quand je vois que, je sais pas, je vois qu'il y a des directeurs de collectifs de freelance parfois, mais eux, ils sont eux-mêmes freelance, qui sont sur la communauté, des gens comme ça. Je les surveille quand ils organisent des événements, des choses comme ça, mais généralement, eux, ils organisent des événements sous le nom de leur collectif, tu vois. Et tu vois, Ok. ça pourrait être un peu de la fuite de talent de chez nous vers chez eux. Bon, déjà, on n'est pas trop dans ce truc-là parce que, bon, de toute façon, qu'ils soient en mission, c'est comme si on n'empêche pas les autres, nos membres de trouver des missions par d'autres canaux que nous. Oui, bien sûr. Donc voilà. On n'est pas exclusif non plus sur les plateformes. Si tu es sur Malte, on ne va pas Ouais. t'envoyer et tu seras quand même accepté chez nous. Bref, non, 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 mais j'ai pas vraiment eu trop le cas. J'ai eu des personnes, par exemple des coachs pour freelance qui organisaient des trucs et tout. Je pense que je fais un peu confiance. Et dans le pire des cas, s'il y a un moment où il y a quelqu'un qui est un petit peu trop brutal dans sa manière de communiquer, etc., je pense que, ou qu'il récupère des mails de manière un peu abusive, tout ça, Hmm. bah, derrière, je pense que je le saurais. Notamment, je le vois hein, sur Slack, il y en a qui utilisent, pendant un moment, il y en avait qui faisaient des campagnes de DM à certaines personnes ou des choses comme ça, tu vois. Généralement, ça revient à mes oreilles, bah, ça finit par un ban. Hein. Ouais. Et voilà. Et Ouais, ça, ce c'est que j'allais partie des dire. règles. C'est ce que j'allais dire. Et, est-ce que tu as du feedback comme ça? Parce que, en fait, je comprends que tu sois obligé de faire confiance parce que tu peux pas fliquer tous les créateurs d'événements, tous les ambassadeurs. Et puis, c'est pas grave non plus, quoi. Enfin, si c'est Oui. quelqu'un qui fait de la pub, parfois, je pourrais lui dire, bon, vas-y plus mollo, parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir en me disant qu'ils l'avaient vu, tu vois. Hmm. Je le fais Mais parfois sur mes webinars, hein, quand j'invite des gens. ouais. J'ai déjà eu des gens qui invitent, des intervenants qui débarquent et qui font 5 minutes, et c'est très long, je trouve, sur uniquement leur service, tu vois. T'es comme ça, il y a toute une slide, etc. T'es comme ça, Ouais. bon, voilà, je veux bien que tu te mettes en avant, je veux bien que tu mettes ton logo, etc. Mais fais pas toute une partie. Enfin, il faut savoir que nous, c'est des présentations de 25-30 minutes, vu qu'on fait 2 présentations par webinar, donc ça peut faire beaucoup. Enfin bref, je m'éloigne du sujet. Non, mais t'inquiète, de toute façon, je te l'ai dit en off, on peut s'éloigner de certains sujets. Moi, ça me dérange pas tant que ça reste pertinent. Mais du coup, est-ce que tu as mis en place une boucle de feedback sur tes webinaires, sur tes événements Ouais. physiques? Et comment, du coup, tu as procédé? Euh, J'utilise Typeform. Ouais, Si ça faisait pas super longtemps qu'on utilisait Typeform, j'utiliserais Tally parce que j'aime beaucoup aussi cet outil. ouais,
Tally.so pour ceux qui ne connaissent pas. Et non, Typeform, j'utilise, c'est un peu comme, c'est un outil de je sais pas comment on appelle ça, de formulaire, quoi. Ouais, tout simplement, un formulaire. Et donc, ouais, j'utilise, alors, par exemple, pour mes webinars, j'utilise un outil qui s'appelle Contrast, hein, c'est un concurrent de Livestorm, getcontrast.io, je fais leur pub, c'est des Français aussi. Ils ont une super équipe. Et ils ont un outil qui est audiovisuellement super intéressant. Et donc j'utilise leur outil, et ils ont un peu comme Livestorm aussi des outils un peu des mails un peu récurrents, enfin des mails un peu de récap en fin de webinar. Ok. C'est pour dire où ça t'envoie le replay et tout. Donc dedans, je mets les mails, je mets les liens des détails formes, et j'en parle aussi pendant le webinar. Je le drop dans le chat avant la fin du webinar. Je dis quand je fais ma conclusion, je le colle dans le chat et je dis est-ce que vous pouvez remplir ce typeform, ça m'aide beaucoup à améliorer les prochaines éditions, etc. Okay. Je fais la même chose pour les événements physiques en envoyant un petit mail de remerciement, un truc un peu classique. Quand tu fais un événement physique, tu vas voir les gens et tu leur dis merci d'être venus, etc. Blabla. Tu envoies des petites photos, peut-être un after movie quand il y en a, etc. Et puis au passage, je mets le petit typeform en disant voilà, ça nous aide à améliorer les prochaines éditions, tout ça. C'est automatique du coup, c'est automatisé tout ça? Sur les événements physiques, non. Sur les événements au type webinar, oui. Ok. Comment tu as fait? Parce que là, tu as cité des outils, mais personnellement, je ne les connais pas et peut-être que nos auditeurs non plus. Ouais. Concrètement, c'est quoi ces outils? Comment tu les automatises? Alors, Livestorm et Contrast, c'est des outils de webinar. Voilà, c'est ça. Je sais pas comment expliquer, quoi. Enfin, c'est un format un peu comme on fait là, avec un chat sur le côté, etc. Bon, bref. Et en fait, quand tu setup ton événement, tu mets ta date, etc. Une fois que tu l'as validé et que tu le diffuses, ton événement, en fait, il y a tout un tas de mails qui sont pré-setup sur ces outils-là, qui vont être le mail de à J-2, tu as un rappel du début de l'événement. À à 5 minutes, 10 minutes avant, tu as un rappel que l'événement est dans 10 minutes. Et ensuite, après l'événement, tu as aussi un petit workflow qui dit à la fin de l'événement, tu as le replay qui est envoyé. Ok. Et donc, c'est des choses qui sont déjà faites, qui sont déjà installées. Et moi, j'aime bien généralement aller farfouiller dans ces mails-là, parce que tu peux toujours les modifier pour les optimiser un petit peu à ma façon. Ok. Ouais, donc c'est malin parce que moi aussi, tu vois, j'organise des masterclass, et c'est vrai que nous, on fait par Google Meet et on enregistre. Après, on fait un petit montage, puis on l'envoie à la main et tout. Donc, c'est vrai qu'on perd un petit peu de temps sur ça, mais ouais, non, mais ça fait sens d'automatiser. C'est pas le même budget entre Google Meet et Livestorm. Livestorm, quand tu vas voir les pricing, c'est plutôt des pricing entreprises, quoi. Ça commence à la centaine d'euros par mois. Oui, il faut vraiment avoir, je pense, un ROI assez intéressant, ou alors. Un gros flux aussi de. Parce que c'est combien de participants dans vos webinaires en moyenne? Ça va dépendre, hein, parce que parfois je fais des choses assez niches quand je fais des sujets métiers, ou parfois je fais des sujets freelance. Généralement, on dépasse quand même les 200 participants qui viennent, qui sont présents en ligne. Okay. On a dépassé les 1000 en décembre avec un truc, avec un sujet sur le personal branding en freelance, comment trouver des missions via le personal branding, ça intéresse toujours. Voilà, donc ça peut. Et puis aussi, évidemment, tu fais un truc sur un sujet très niche. Je sais pas, là, on va recommencer les sujets très tech, par exemple. Évidemment, tu attires un peu moins de monde, quoi. Ok. Mais c'est des gens quand même qui seront quand même très intéressés. Mais voilà. Ouais, donc c'est quand même un beau volume aussi de viewers, donc forcément. Ouais, et puis nous on l'utilise, parce qu'on n'en a pas trop parlé, on en a parlé en off avant, mais j'utilise, moi, je fais des webinaires d'onboarding, donc je fais des lives. Donc en fait, j'utilise cet outil-là aussi pour les webinaires. Donc on le rentabilise pas mal, parce que je l'utilise, c'est vraiment un outil qu'on utilise régulièrement, quoi. On l'utilise pas juste une fois par mois, on l'utilise vraiment toutes les semaines, quoi. Ok, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que en même temps, 100 € par mois, oui, il faut rentabiliser un minimum. Mais enfin, nous, on paye bien plus de 100 € par mois, parce que c'est au volume de. Donc c'est plus quand je te disais, c'est en centaines d'euros par mois.
Ok. Je pense que nous, on doit être sur un plan qui est à 600 ou 700 euros par mois. Donc, Ok. ça commence, enfin, pour un solopreneur ou pour une petite boîte, ça commence à faire quand même un Ouais, c'est budget. un petit budget. Un petit Je budget. comprends Enfin, que tu disons que sois c'est. sur Google Meet pour commencer. Et moi, en tant que solo, je ne commencerai pas sur ce genre d'outils non plus. Ouais, oui, ça demande. Puis c'est pas le premier investissement que tu fais Ouais, non c'est plus, ça. quoi. Et ça Euh, dépend. Après, il y en a qui utilisent le format webinar pour faire de l'acquisition. Et là, potentiellement, ça peut ouais. être pertinent. Mais Bah voilà. après, ça peut être partir, mais il faut déjà avoir une grosse audience, quoi, ou une Ouais. grosse commu. Enfin, Ouais. si t'as que 10 personnes sur tes webinaires, bon, je suis pas sûr que ça Ouais. vaille le coup non plus, quoi. Non, non, non. Euh, ok, non, mais très clair pour cette partie webinaire. Je te posais aussi des questions parce que égoïstement, ça m'intéressait parce que j'organise souvent des masterclass, donc c'est pour ça que j'ai voulu creuser. Ouais, généralement, si tu te poses la question, ça veut dire que tu n'es peut-être pas le seul. Donc, Voilà, mais parce que c'est vrai que dans les communautés en ligne, souvent il y a quand même des webinaires qui sont organisés. Enfin, ouais, pour moi, c'est un peu, enfin, c'est pas la base d'une communauté en ligne, mais souvent communauté en ligne égale visio égale masterclass, webinaire. Enfin, on peut appeler ça comme on veut, quoi. Mais globalement, il faut comme un outil pour diffuser tout ça, quoi. ouais, complètement. Et après, Mm. j'ai parlé de Livestorm et de Contrast, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Hein. Je Oui, vous laisserai regarder sur notre cher ami Google pour avoir les autres infos, mais enfin, les deux sont français, c'est pour ça que je disais ça, Livestorm et Contrast. ah, mais c'est Et bien. c'est des super outils. Faut être un peu chauvin, donc c'est bien. Bah ouais, bah, c'est ça. Ok, donc c'est cool là, on a pas mal fait le tour au niveau des outils que tu utilisais. Donc on a compris que tu utilisais Slack, Storm et d'autres outils que. Enfin, en fait, c'est principalement Slack au final de ce que je comprends. Bah, en fait, si tu veux que je te fasse un petit parcours de mes outils, ouais, il y a Slack sur la partie espace d'échange, c'est-à-dire voilà, vraiment là où le chat, quoi, en gros. Ouais. Euh, on utilise pas mal customer.io pour la partie mail. Parce on n'a pas trop parlé, mais il y a une newsletter mensuelle qui part aussi avec un peu un digest de la communauté, etc. Les Euh, moments forts, quoi. Enfin, tout ce qui s'est passé au sein de la ouais, communauté. voilà, un peu les sujets chauds et puis les actus, et puis voilà. Ça permet de réactiver pas mal ce truc-là, c'est assez pertinent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Typeform, on avait parlé de Typeform, on a parlé de contraste. Voilà, hein, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Ouais. C'est bien parce que ça permet de voir qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir 36 000 outils Ouais. pour gérer. Eventbrite pour les événements. Je ne sais pas si vous l'avez. Ouais, Peut-être, oui. hein. Ouais, Ouais. Eventbrite. Oui, après, tu t'as cité aussi Doodle ou les ambassadeurs des fois. Oui, ouais, mais ça, c'est pas moi qui l'utilise. Ouais, mais ouais, non, mais ok, ouais, donc c'est un stack d'outils finalement assez Oui, classique, j'ai envie de dire. ouais, je suis pas du tout allé dans la. J'ai pas fait de grosses folies. Non, mais il n'y a pas besoin des fois de Mm. forcément de tout réinventer non plus. Au final, à part Contrast, c'est un budget assez limité, quoi. Parce Slack, que c'est payant pour 15 000 membres, j'ai vu. non, c'est gratuit, mais sauf que si en fait on est limité à 3 mois de 3 mois de D'ancienneté. data, ouais, dans les messages. Mais nous, vu qu'on a tellement de messages, on a toujours des canaux remplis, quoi. Ah, d'accord. Mais je pensais que Slack, c'était aussi illimité aussi le nombre de personnes. Non, c'est limité en nombre de personnes. Après, par contre, si tu passes en payant, il faut payer aux membres. Là, ça commence à. Aux membres. Ah, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on reste gratuit, en gratuit. Ou c'est peut-être Le là truc où est fois Slack. 15 000, quoi, sinon, quoi. Donc, ça devient un peu. C'est peut-être là où Slack, ils auraient pu faire un plan, peut-être au nombre de membres, tu vois. Enfin, parce que là, Ouais, finalement, ou un plan communauté, ou un truc comme ouais, ça, un ouais. plan communauté, parce que là, finalement, tu disais, toi, tu as 15 000 personnes, les messages qu'il a dit il y a 3 mois, tu t'en fous un peu, quoi. Donc, finalement, le plan gratuit vous convient parfaitement et vous pourrez Ah être ouais. 100 000 dessus, quoi. Il y a, à part si tu veux faire une communauté un peu d'apprenants, etc., où il y a tu sais, des questions qui reviennent souvent et que tu veux faire un peu des topics de type forum, etc., il y a d'autres outils qui pourraient être plus pertinents. Je pense à Ouais. des circles, à des discours ou ce genre de choses. Hmm. Mais, mais surtout, nous, c'est surtout de la conversation. Donc oui, Ouais. Slack, ça suffit amplement. Ok. Ah, non, c'est intéressant. Je pensais pas que le plan gratuit permettait d'accueillir autant de personnes.
Ouais, si. Ok. Et en vrai, nous, on a une stack quasiment gratuite, à part Typeform, mais qui peut être remplacée par Tally, à part Contrast, qui peut être remplacé par un Google Meet si jamais tu n'as pas trop de monde. Sinon, Ouais. aussi Customer, notre outil de mailing, évidemment, il est payant. Bah, de toute façon, tous les outils d'emailing, en général, quand tu as un volume, c'est payant. C'est compliqué, ouais. Mais, ok, non, mais ouais, c'est intéressant de faire le point aussi là-dessus, sur les outils. Je vous coupe quelques secondes pour vous dire que si vous appréciez l'épisode, vous pouvez laisser un like, un commentaire ou un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide énormément à faire découvrir la chaîne à un maximum de monde. Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Ah, et pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on reprend avec l'épisode. Ça montre qu'il n'y a pas forcément besoin de dépenser des fois Enfin, en tout cas, au début, quand on développe une communauté et qu'on n'a pas énormément de membres. Bah oui, parce que souvent, la communauté, elle est un peu moins rentable que des projets marketing d'acquisition, etc. Ça dépend de l'objectif. Il peut y avoir des objectifs d'acquisition sur la communauté, mais souvent, c'est plus des objectifs de rétention ou d'engagement. Mais c'est vrai que parfois, vu que ce n'est pas quelque chose qui génère du cash, ça peut être un peu... ça peut être bien que ce ne soit pas un gros gouffre financier non plus, quoi. Tu penses qu'une communauté, elle peut être héroïste, enfin, qu'on peut avoir une approche enfin, développer une communauté pour avoir du ROI derrière, ou est-ce que c'est pour la rétention principalement? Bah, il y a plein de... Alors, si on se réfère au modèle Spaces de nos Américains de chez CMX Club, je ne sais pas si ça te parle. CMX, non? C'est Spaces, SPACES, c'est un framework qui a été sorti par ce groupe. En fait, c'est un framework avec chaque lettre, ça veut dire ça correspond à un mot. Donc, chaque mot, c'est les types de communautés existantes qu'ils ont référencés. Donc, le premier S, ça va être support. Donc, c'est les communautés de support, type les supports, comme il peut y en avoir plein, les supports des outils, etc. Ouais. Parfois, en fait, c'est des membres de... Je sais pas, par exemple, on parlait, je crois que c'était encore en off, on a beaucoup parlé en off, de la communauté Notion qui était tenue par Camille. En fait, il y a tellement des fans qu'en fait, les gens, ils répondent aux questions. Et donc, du coup, c'est du support, mais par la communauté. C'est les fans qui répondent aux membres, on va dire, plus classiques. Donc, le Spaces, c'est support, product. Le A, c'est acquisition. Et c'est là qu'on c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quand même des communautés qui permettent de faire de l'acquisition de membres pour ton produit. Le C, c'est contribution. Donc, c'est plutôt un peu les trucs type, comment on appelle ça aujourd'hui, User Generated Content, là, UGC. UGC. Okay. Ouais. Le E, c'est engagement. Donc, c'est une communauté où je crois que c'est un peu là où on doit se retrouver avec Crème. C'est l'engagement fait qu'on garde les gens engagés, quoi. Ouais. Et S, c'est success. C'est souvent les communautés un peu de formation. Tu vois, genre, si tu as une formation et que tu veux que les gens ils réussissent, eh bien tu peux adosser une communauté où les gens ils peuvent s'entraider entre eux pour bien comprendre. C'est souvent ce que promettent les formateurs d'ailleurs. Ouais. Quand tu vois des formations, tu dis bah voilà, tu as accès à ma formation, tu as accès à ma communauté privée, blablabla, blablabla. Mais en fait, ça, c'est des communautés de success. Donc, ouais, a priori. Et après, moi, je discutais aussi avec. C'est. Mince, j'ai mangé son nom. En tout cas, la personne qui gère Panache, j'espère qu'il ne l'écoutera pas ce podcast, sinon je m'excuse. Tu l'enverras. Ouais, en tout cas, Panache, qui est une formation pour apprendre à parler avec Panache et je bug à essayer de retrouver son. Bon, j'arrête là. Et en fait, lui, en gros, il a créé une communauté et il m'a expliqué que sa communauté, en fait, elle générait tellement de satisfaction que ça générait beaucoup de... Parce qu'en fait, les gens continuent à parler même après, à s'échanger des conseils, etc. Et du coup, ça génère du referral. Ouais. Donc, en fait, les gens en parlent en dehors en disant « mais tu devrais faire cette formation, elle est trop bien, etc. » Il y a même une communauté, tout ça, blabla. Et du coup, en fait, lui, ça lui fait un cercle vertueux. En fait, c'est une communauté de clients, mais ça lui génère aussi ça lui fait faire de l'acquise, quoi. Ouais. Donc, c'est, voilà. Ouais, bah, là, par parenthèse héroïste.
c'est un peu le referral, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sent bien dans la communauté, il va en parler autour de lui. Forcément, ça va faire de la pub, et puis après, bah, la personne derrière va soit prendre la formation, ou soit intégrer directement la communauté. Donc, Ouais. c'est un peu, bah, c'est lié à l'acquisition aussi, finalement, d'avoir une communauté où en fait, bah, vous, du coup, chez Crème, c'est pas de l'acquisition parce qu'il faut d'abord passer, entre guillemets, les standards de qualité de Crème, et ensuite, les personnes sont intégrées à la communauté, alors que d'autres, ils vont créer une communauté, et après, ils vont vendre un produit à cette communauté. Ouais. Mm. Ouais, nous, on voit rien de notre communauté. Et c'est, je pense, pour ça aussi qu'elle est très appréciée par les Ouais, membres. Parce que ouais, c'est quand c'est gratuit, c'est toi le produit, comme on dit. Et puis bah, là, c'est clairement les freelances de Crème qui sont le produit, quoi. C'est le produit. En fait, nos clients, c'est les clients ouais, qui envoient des missions, quoi. Parce que c'est eux qui payent. ouais. Ouais, c'est vrai que C'est eux qui payent, donc c'est eux qui rémunèrent Crème. Et en fait, le freelance, dans tout ça, c'est juste un petit peu, il est là pour attirer le chaland. Nous, on dit juste, regardez, on a une communauté d'experts, ça attire les entreprises. les entreprises qui vont vouloir bosser avec cette communauté d'experts. Mais en fait c'est juste ça, quoi. Mm. Nous, si on fait ces webinaires, etc., c'est pas non plus, on fait pour animer la communauté, mais aussi parce que ça fait du bruit autour du projet Crème et que ça excite un peu entre guillemets, tu m'excuses les mots, mais les potentiels clients de Crème, quoi. Ouais. Voilà. Ah, Il y totalement, a mais toujours quand même une idée, en fait, il y a toujours un lien business sur la communauté. bien sûr, Ensuite, où est-ce qu'il est ce lien? Est-ce que c'est de l'acquisition directe ou pas? Généralement, c'est pas du tout le temps ça. referral. Mais Non, mais c'est vrai, oui, il y a toujours, façon, dans tous les cas, même si le premier objectif d'une communauté n'est pas forcément faire du business, dans tous les cas, si les gens sont satisfaits, ils vont parler autour d'eux, et dans tous les cas, à un moment donné, ça peut se transformer en business. Enfin, c'est ça. même si c'est pas Et même, l'objectif tu vois, initial. quand ils disent une communauté produit, c'est parfois c'est intéressant quand tu as une communauté assez jeune ou un outil ou un produit assez jeune. Et ben c'est bien d'avoir une communauté qui va t'aider à développer ton produit Hmm. pour qu'il soit le mieux possible fait. Et pareil, au final, en fait, de le faire de cette manière-là, tu es sûr d'avoir des feedbacks constructifs, etc., et de pouvoir faire quelque chose qui soit vraiment pertinent pour les membres, et donc de satisfaire les membres, et donc de pouvoir avoir un produit qui va vraiment tenir la route plutôt que le faire dans ton coin en me disant j'écoute personne et c'est moi qui ai raison, quoi. Hmm. Mais c'est vrai que, bah, ouais, souvent, en fait, c'est les early adopters. C'est une communauté de early adopters, très, très, très souvent, hein, sur les produits. Mm. Et après, c'est eux qui vont faire déjà te donner des feedbacks pour ton produit, et qui vont en parler aussi autour d'eux. Parce que souvent, les early adopters, c'est les super fans, quoi. C'est Mm. c'est ceux qui sont prêts à acheter, à te suivre, à te faire des feedbacks, et à Mm. t'aider au développement. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger ces communautés-là pour ceux qui développent des outils, justement. Mm. Mm. Ok. Je pense qu'on a pas mal fait le tour sur les outils. Là, une petite question, on va dire, un peu plus on va dire personnelle. C'est quoi ta meilleure anecdote, ton meilleur moment en tant que community builder? Ok, alors intéressant. Alors, je sais, on change totalement de registre, on passe du Ouais. coq à l'âne. Bah, là, dernièrement, alors je vais m'éloigner un petit peu du sujet crème, mais dernièrement, c'est vraiment le fait de, le fait de développer un petit peu plus mon projet de, enfin, même ma méthodologie de création de communauté, parce que je vais aider plusieurs boîtes Hmm. à faire sortir des communautés de terre ces derniers mois, années. Ça se compte en plusieurs dizaines d'accompagnements. Donc, j'ai beaucoup touché à différents types de communautés. J'ai discuté avec beaucoup de monde. Du coup, j'ai développé une méthode. Alors, je ne l'ai pas non plus totalement sorti du chapeau, hein. Il y a pas mal d'inspirations de choses qui sont déjà existantes. Mais et donc ça, c'est vraiment cette partie-là depuis quelques temps là où je suis en train d'essayer de le mettre en avant pour en fait
partager, et ce qu'on fait aussi là en ce moment, hein, je prends beaucoup de plaisir à partager mes connaissances et à aider d'autres projets à se développer. Donc je sais pas, ça répond peut-être à côté à ta question, hein, peut-être que c'était plutôt sur En fait, quelque si chose je de plus comprends bien, opérationnel, mais en tout cas, moi, en tout cas, c'est une genre de consécration que j'ai en ce moment en moi et qui me motive à me lever le matin de manière un petit peu plus forte que quand je suis juste sur une communauté, quoi. Voilà. ouais. En fait, c'est pas un meilleur moment, mais on va dire c'est plutôt une sensation Mm. où en fait tu te développes de jour en jour et tu développes tes compétences de jour en jour et c'est ça en fait, Et c'est ça ton meilleur moment au final. sinon, pour répondre un petit peu plus, un peu moins à côté de la plaque à ta question, généralement, c'est l'événementiel. L'événementiel, c'est un peu les climax. Surtout, on a parfois des gros événements où nous, on en fait 1 à 2 fois par an, des gros événements avec plusieurs centaines de personnes. Bon, là, généralement, c'est le moment où tu vois tout le monde, tous les gens avec qui tu parles en ligne toute l'année. Euh, Tu vois, généralement, en plus, on se fait bien plaisir parce que c'est des événements un peu type after work, tout ça. Donc on a bien à manger, on a bien à boire, on est dans un Ouais. endroit sympa, on est sur une péniche, on est sur un machin. Donc ça, c'est vraiment les moments sympas où on finit tous par se taper dans le dos en parlant fort, tu vois. Et c'est cool parce que moi, il y a des gens avec qui je vois leur avatar toute l'année où on se parle en visio de temps en temps. Mais bon, il n'y a rien de mieux quand même que du Mm. physique Et puis, ce genre d'événements, ils sont toujours stressants à mettre en place. Parfois, tu Ouais. mets plusieurs mois, plusieurs semaines à les organiser. T'es comme ça parce que tu flippes, parce que tu te dis qu'est-ce qui va arriver, j'espère qu'il ne va pas y avoir de problème, etc. Puis quand tu vois que tout se déroule bien, en fait, même, tu vois, 5 minutes avant, 5-10 minutes avant que ça commence, là, quand tu vois les gens arriver, tu as les premières personnes qui commencent à s'éparpiller, mais qui ne parlent pas entre elles. Tu te dis, oh là là, là, ça va être, j'espère que ça ne va pas être nul et tout. Puis là, tu vois que ça commence un peu à se diffuser le truc, que les Mm. gens commencent à se mélanger dans les tables, etc. C'est vraiment sympa. Voilà. Et Vraiment, justement, comment tu fais dans ces genres d'événements quand les gens arrivent, comment tu fais pour mettre en place des icebreakers? Est-ce que tu as des techniques? Parce que je ouais, alors, suppose que tu n'en as pas fait un seul, donc tu dois bien avoir un peu une astuce ou un truc que tu fais régulièrement pour aider les gens à se mettre à l'aise. pas vraiment. Alors, il me manque peut-être une corde à mon arc. Non, on avait fait pendant un moment, on faisait les prénoms sur le. On avait enfilé des étiquettes pour mettre foutre les prénoms des gens sur la veste, enfin sur le. Voilà, pour bref, en évidence. Euh, Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? Après, moi, sur les événements là qu'on organise là, on organise un petit déj, vu que c'est des journées. Et le petit déj, c'est un peu le moment à la fois icebreaker et à la fois. Mais en fait, au début, les gens, ils viennent pour un coworking, donc ils viennent, ils s'assoient. Au bout d'un moment, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de place, parce que c'est des places, c'est des endroits qui sont assez limités, à une quarantaine de places généralement. Donc à chaque fois, on est rempli. Au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un qui se retrouve avec quelqu'un à côté et quelqu'un en face, tu vois. Hmm. Donc ça, évidemment, ça facilite quand même la discussion. Et en fait, généralement, je fais arriver les gens à 9h, et entre 9h30 et 10h, on a un petit-déj, et qui est vraiment le moment de, de networking où les gens discutent ensemble. Et Ok. ça, généralement, une fois que c'est fait, l'ambiance, c'est bon. Ouais, Enfin, tu sais que là, ça va bien se ça passer. facilite le truc. Après, sur les gros événements et tout, je n'ai pas le souvenir qu'on avait mis trop en place des choses. Je t'ai dit, le truc avec les étiquettes, c'était sur des événements un petit peu plus, les premiers qu'on faisait, qui étaient plus des événements avec des conférences, etc., quoi. Ok. Ouais. Mais si tu as des bons tips, je suis preneur, moi. Non, justement, dans les invités que j'ai déjà interviewés, je sais que après, ça dépend du nombre de personnes aussi, c'est ça qui est ultra compliqué. Ouais, Quand tu es 15-20, tu peux faire des jeux. Tu vois, ouais. je sais plus qui avait dit un peu, tu sais, c'est un peu copier sur les centres aérés. Tu vois, quand tu arrives en début de colo, C'est quoi, je crois que c'est une c'est l'épisode tomate? avec Johan, on en parlait, où Ok. justement, tu arrives premier jour, à la fin de la semaine, tu n'as plus envie de les quitter.
Et en fait, le premier jour, souvent, bah, tu as des petits jeux comme ça, genre pour apprendre les prénoms où tu te passes la balle. Tu sais, un truc tout con, hein, tu te passes Ouais. la balle, tu fais un truc, ou tu peux faire un jeu aussi. Tu vois. Après, bon, ça dépend aussi de ta cible, mais tu vois, tu pourrais faire un Kolamaya, enfin, tu pourrais Ouais. faire n'importe quel jeu comme ça, ou les prénoms, ou le domaine d'activité, ou tu vois, un truc ou que quelqu'un sorte une anecdote sur lui. Tu vois, une Mm. espèce de patate chaude où chacun dit quelque chose, histoire de un peu briser la glace. Toi, tu arrives, tu fais un peu une petite deux, trois blagues, tu vois, c'est un peu de détendre tout le monde. Si ça fait un flop tes blagues, pardon, bah, c'est pas grave, parce qu'au pire, tu auras fait rire les gens, mais pour différemment, on va dire. Et, Ça et, m'arrive très souvent, t'inquiète pas. par contre, hein, pour les événements vraiment en gros comité, là, j'avoue, j'ai pas d'astuce parce que je suis pas expert là-dedans et justement, je trouve que, enfin, faudrait que je trouve quelqu'un qui soit un peu à l'aise avec ça parce que souvent les Franchement, événements, je suis pas, j'incite pas à la consommation d'alcool, mais mettre un bar quand même, c'est un bon icebreaker quand même, je trouve, hein. ouais, mais c'est un icebreaker aussi qui peut coûter cher aux, aux participants. C'est vrai. Mais parce que après, après, ouais, ça dépend du type d'événement, mais sinon, je dirais généralement accueillir les gens. Enfin, c'est tout con dit comme ça, mais les gens vont dire, mais enfin, il est bête, lui. Accueillir les gens ou peut-être leur demander, bah, toi, qu'est-ce que tu fais, de quoi as-tu besoin, tu vois, à la limite, un peu Mm. commencer à discuter, en fait, aller vers lui, lui demander de quoi il aurait besoin. Et toi, si, parce que toi, en tant qu'organisateur, tu connais les gens qui sont présents à l'événement. Enfin, c'est toi qui connais le plus de monde. Donc, en fait, c'est toi qui es le plus à même de mettre les gens en relation aussi. Donc d'un côté, si quelqu'un te dit, bah moi, je suis graphiste, machin, tout ça, et puis tu connais un autre graphiste, tu dis, bah vas-y, va discuter avec lui, je suis sûr que vous avez plein de choses à vous dire. Bah tu vois, derrière, comme ça, en fait, la personne arrive, tu lui présentes quelqu'un avec qui elle a une affinité via son domaine d'activité. La discussion, elle peut se faire très facilement et ces personnes-là peuvent discuter pendant très longtemps ensemble. Puis après, d'autres personnes peuvent se mêler à la conversation, etc., quoi. Donc, Mm. ça Ok. serait juste tout simple, quoi, accueillir les gens, leur demander ce qu'ils font et les mettre en relation, tout simplement. Ok. Ouais, nous, on a de la chance aussi, c'est qu'on a, moi, j'ai toute une équipe de business managers, donc c'est un peu nos sales Ok. qui placent les freelances, et du coup, qui eux aussi connaissent très bien les freelances, parce Hmm. qu'ils les ont souvent au téléphone pour leur poser des questions, pour les présenter. Parfois même, ils les connaissent mieux que moi, parce qu'il y a certains avec qui ils sont allés assez loin bah, parfois qu'ils accompagnent depuis même des années chez certains clients, etc. Et Ok. donc, du coup, en fait, dans ces événements, eux, ils sont super importants de les intégrer. Moi, ils sont toujours là, il y en a toujours quelques-uns. Et en fait, je leur envoie tout le temps la liste des gens avant. Et, Hmm. euh, et en fait, je suis pas le seul, c'est aussi un peu mes petites mains pour l'organisation. Parce que eux, ça leur fait du bien aussi parfois de se sortir de derrière leur ordinateur et de faire de l'événementiel, etc. Ça les fait marrer, ils sont toujours contents. En plus, c'est des sales, donc ils sont faciles, ils sont pas dans leur coin, hein, ils n'ont pas de Ouais. problème à discuter avec des nouvelles personnes. Donc voilà. Ouais, j'imagine. Ok, non, mais ouais, c'est intéressant. En fait, c'est un peu faire, entre guillemets, un plan de table, quoi. Enfin, tu sais, quand t'as un Ouais, repas de famille, souvent, ouais, mais ça, tes parents, ils généralement, faisaient un plan. c'est un peu. Moi, j'y arrive pas. Généralement, ça tient pas la route, mes plans de table. Ça ne Ouais, passe jamais comme prévu. Mais, ah bah, faire des plans de ça table, se passe souvent c'est. bien quand même. Bon, bah, c'est. Ouais, parce que c'est ça, en fait, si tu mets les bonnes personnes près des. Enfin, tu mets les bonnes personnes entre elles, après, j'ai envie de te dire, la magie Ouais, opère, hein, entre guillemets, quoi. ouais. Et la discussion se fait naturellement. Ok, bon, bah, plutôt cool sur cette partie événementielle. Euh, alors, j'avais aussi une autre question à dire, plus pas personnelle, mais pour toi, c'est quoi les qualités essentielles pour être community builder? Si tu Alors, devais me citer trois qualités comme ça, ouais, alors comme ça, à première vue, j'ai très envie de dire l'ouverture à l'autre, quoi. Mais ça paraît très logique, hein, mais c'est quand même important. Euh, voilà. Si tu veux grilles plus loin, tu me dis, mais j'ai, selon moi, il y a quand même une partie technique qui n'est pas à négliger, mais c'est parce que je suis très digital. Après, je sais que toi, tu as l'habitude
d'avoir affaire à des community builders qui peuvent être moins digitaux, mais moi, dans mon cas, pouvoir savoir mettre les mains dans le cambouis, utiliser plein d'outils, etc., c'est important. Ok. Et troisième point, je sais pas moi, à l'écoute. Bah, ça rejoint un Vas-y. peu l'ouverture Ouais, d'esprit. ouais, Enfin, ça revient à l'ouverture à l'autre. Parce que j'avais aussi, je sais pas, moi je sais qu'il y a la bienveillance qui fonctionne bien alors avec moi, moi. la bienveillance, des fois, j'ai un problème avec ce mot. C'est Ouais, que souvent, les gens l'emploient, mais tu vois, genre, il y en a plein qui disent, ouais, on est une communauté bienveillante et tout. Et j'ai envie de ouais. dire, mais heureusement, enfin, tu vas pas. Enfin, pour moi, c'est un peu un Ah mais adjectif. attends, moi je connais des communautés où c'est des salopards les gens, hein. Je sais pas si ça te parle sur les groupes Facebook. À une époque, il y avait les groupes des Nurshi. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'était des groupes de mèmes ou des choses comme ça. Ou même, tu vois, là, un peu des choses sur j'ai perdu le nom de ce truc-là. Bref, il y a certaines communautés, tu sais, un peu gamer, un peu Ouais, des trucs comme oui. ça, Oui, trash talk. ouais, ils sont pas du tout bienveillants, quoi. Et je sais que sur la communauté Nurshi, par exemple, parce que j'en faisais partie de certaines, ça me faisait bien marrer les mêmes pendant toute une époque. Euh, si tu respectais pas les règles, tu te faisais kick, mais hyper salement et tout le monde se foutait de ta gueule, quoi. Et franchement, c'était super hardcore, mais en même temps super drôle aussi, mais super hardcore. Et ça faisait Ouais. partie de l'identité de la communauté. Ouais, ça faisait partie de leur branding. Enfin, Oui, mais, complètement. mais tu vois, en Et, général, quelqu'un qui se dit bienveillant, enfin, pour moi, je sais pas, ouais. pour moi, c'est pas une qualité, tu vois, c'est Non, un mais je sais pas, mais moi peu, j'essaie vraiment d'aider les gens, et ça, j'essaie oui, de pas le dire trop fort parce que sinon il y a tout le monde qui vient me voir. Mais si tu viens et que tu me poses une question, je vais tout faire pour t'aider. ouais. Et ça, en fait, les gens, ils le ressentent. Et du coup, ils ont envie de m'aider aussi, ils ont envie d'être Ouais, donc sympas oui, avec donc, moi, ils m'aident aussi et ils me ça rendent rejoint l'appareil, un quoi. peu, ça rejoint le fait d'être un peu ouvert enfin, à l'écoute et ouvert, quoi. Et au final, non, peut-être que j'aurais envie de dire, c'est un peu un mindset entrepreneur au final, tu vois, un peu comme, parce qu'en fait, les communautés, c'est un peu comme des produits que tu vas Ouais, construire. totalement. Et en fait, faut toujours être, tu vois, genre, rien n'est acquis, tu vois. C'est pas Mm, parce que ça y est, tu as réussi à avoir une communauté qui marche ouais, que si tu continues à faire la même chose, ça va peut-être pas marcher, en fait, parce que les gens évoluent, la société évolue, etc. Et faut toujours, et c'est pour ça que je sonde tout le temps, que je demande des feedbacks tout le temps, etc. En fait, je remets en question toujours mon programme chaque année pour faire des choses différentes, etc. ouais. Ouais, et en gros, évoluer en même temps que la communauté évolue, quoi. Ouais. Mm. Je sais pas trop comment dire ça, j'ai envie de dire Non, mais si, c'est mindset entrepreneurial, quoi, peut-être, bah, je sais pas. ou se remettre en question. Enfin, Ouais, voilà, c'est ouais, ouais, mindset entrepreneurial, remise en question et évoluer constamment. Ok, non, mais plutôt clair. Euh, Est-ce que, alors là, j'ai encore, tu t'en doutes, j'ai préparé quelques questions, mais il y en a une que plus envie de te poser qu'une autre. Demain, il y a quelqu'un qui vient te voir pour monter une communauté, donc quelqu'un qui a une audience et qui veut faire une communauté. Quelles étapes tu suis? Quelle est ta méthode pour ouais, monter une communauté en partant de zéro, pour ouais. arriver à une communauté active et soudée? Ok, c'est justement j'ai le nez en plein dedans en ce moment. On parlait de méthodes que je suis en train de formaliser en ce moment. Ouais, moi, j'ai une méthode en 5 piliers, en gros. Le premier pilier, ça va être la raison de la communauté, c'est-à-dire à la fois quelle est la raison business, un peu ce qu'on parlait tout à l'heure, le modèle Spaces de CMX. Donc, trouver un petit peu quelle est, Le pour quelle pourquoi? raison, ouais, le pourquoi sur la partie business, enfin, entre guillemets, Un peu comme un produit finalement. Enfin, ouais, enfin, je mets des grands guillemets sur la partie business, parce que si on est une asso, etc., c'est un peu différent, mais voilà, quel a intérêt pour la structure qui crée, de créer cette communauté, et aussi quel intérêt pour les membres. Et en fait, tu vois, quand tu fais tu sais,
ce diagramme-là, enfin ce graphique avec deux cercles qui se touchent. Ah oui, L'intérêt pour la personne qui crée, l'intérêt pour la personne, pour les membres, et ce qui se passe au milieu, c'est la communauté. Donc voilà, c'est ce truc-là qu'il faut trouver. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est le concept de la communauté, tout simplement. Le deuxième, c'est le programme communautaire, avec toute une composante un peu comment est-ce que, même discovery, etc., sur quels sont les besoins de ta communauté, etc., pour créer le programme. Et quand je dis le programme, ça va être combien d'événements par mois, quels événements, est-ce que tu mets un espace d'échange, est-ce que tu fais des partenariats, est-ce que blablabla, tu vois, donc ça, c'est ton programme. Ensuite, troisième, ça va être la partie un petit peu plus technique avec les outils, la plateforme, la construction de la plateforme et comment est-ce les canaux, tout ça, etc. Quatrième partie, ça va être la partie animation et engagement sur créer un calendrier éditorial pour bien engager tes membres et faire en sorte que tu n'aies pas une communauté où tout le monde se regarde dans les yeux mais personne ne parle. Mm. Et la dernière partie, c'est plus une partie un peu next step grosse, tu vois, sur le programme ambassadeur, même si le programme ambassadeur, on pourrait le mettre sur la partie engagement et animation déjà, mais moi, je le mets plutôt dans la partie next step, mais ça peut se discuter. Mais j'ai mis dans cette partie next step, il y a programme ambassadeur, faire grossir la communauté en nombre de membres, il y a... qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre je ne me rappelle plus exactement par cœur, mais... il y a récupérer des datas, construire un CRM, se faire une landing page, enfin tout ce genre de choses. C'est cette partie-là, un peu une fois que c'est construit, où tu vas construire des nouvelles briques sur lesquelles qui sont un petit peu plus. Ok. Mais, Si c'est clair. et du coup, c'est à partir de quelle étape que tu crées la plateforme, enfin que les membres intègrent la plateforme? Ah oui, c'est la partie animation et engagement, c'est là où je mets ouverture des portes. Ouais, donc en gros, tu as la première partie, on va dire, phase de réflexion, idéation. Oui, en fait, il y a en fait la partie où les membres arrivent et où il y a des membres, c'est que les deux derniers piliers, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour bien que tout soit Ouais. clair, mais Ouais. ouais, ce que j'imagine, ouais, il y a de la théorie, forcément. Et après, derrière, dès que toute la théorie est. Enfin, dès que vous savez, en gros, pourquoi, enfin, quel est l'intérêt des membres, quel est l'intérêt pour la personne, quels outils utiliser, et bah Le derrière, programme, tu peux mettre en place. le programme, et derrière, let's go, quoi. Et rien qu'avec ce que j'ai dit là, pour les personnes qui veulent monter, qui nous écoutent et qui veulent monter une communauté, rien qu'avec ce que je vous ai dit là, si vous réfléchissez à chacun des points dont je vous ai parlé, vous pouvez monter une communauté super rapidement au final. Mm. Après, il faut bien réfléchir parce que c'est comme je vous dis, c'est comme un produit, c'est comme lancer un produit en se mettant des œillères. Au bout d'un moment, tu peux vite foncer dans le mur, tout comme tu peux avoir la bonne intuition et avoir touché le bon truc, quoi. Ouais. Mais voilà. Et est-ce que tu conseilles d'avoir une audience, une grosse audience au préalable, ou tu peux construire une communauté si t'es nobody, quoi? Bah, moi, j'ai créé les deux. Alors déjà, j'ai fait des audiences, j'ai créé des audiences de zéro pour pouvoir créer des communautés. Ça, c'est le plus laborieux. Mm. Et sinon, ouais, c'est plus pour les personnes qui font, par exemple, de la formation dont je parlais, qui vont pas forcément avoir besoin de communautés énormes, mais qui vont avoir des communautés qui seront des cohortes. Et en fait, eux, ils ont juste besoin de faire leur acquisition de formés pour ensuite les faire rentrer par cohorte par cohorte. Alors, c'est sûr que la première cohorte, généralement, mais je sais que ça, maintenant, en fait, j'accompagne depuis 2024, j'ai accompagné genre 4 personnes qui font de la formation, donc je commence à m'y connaître. Euh, et, euh, et en gros, généralement, en fait, par exemple, imaginons que tu as un bootcamp, Mm. donc ta première session, c'est toujours un peu la session test. Donc, généralement, tu la fais un peu moins cher. Donc, en fait, tu as un peu tes founding members de la communauté à ce moment-là. Et c'est là que tu fais ton kick-off. Tu as généralement prévenu tout le monde en disant bon, ça va être. Et donc, en fait, tu arrives et tu as. Si ton bootcamp, c'est 15 personnes, tu as 15 personnes qui arrivent sur la communauté. Mais vu que tu leur as prévu un programme qui est de faire des exercices ensemble, de machin, de trucs, au final, ils vont quand même. Vu qu'ils se connaissent vraiment, entre guillemets,
parce Oui. qu'ils passent du temps ensemble, vraiment, ils ont des intérêts communs, etc. Pour ce genre de cas, par exemple, avoir une communauté sans avoir d'audience, c'est carrément faisable. Ouais. Tout dépend aussi, bah, on en parlait aussi des objectifs parce que je sais que des personnes qui veulent des communautés, tu vois, il y en a, ils veulent dire, bah, moi, je veux une communauté de plus de 1000 personnes. Et d'autres qui vont se dire, bah non, moi, je vais être plus select et je veux accueillir que 30 ou 40 personnes. Donc, c'est Ouais, vrai que complètement. selon le nombre de personnes que tu veux dans ta communauté, Complètement. soit en gros, tu filtres à l'entrée, genre vraiment, tu mets des filtres ultra quali pour Ouais. sélectionner vraiment le top des personnes, mais du coup, tu n'auras que 30 personnes, mais 30 personnes de qualité. Ou soit en fait, tu dis, bah vas-y, j'accepte tout le monde. Et dans ce cas-là, bah, c'est un peu plus du volume qu'il te faut. Et donc forcément, bah, si c'est une audience, c'est toujours un peu mieux, quoi. Ouais, bah, c'est souvent le cas des communautés de clients, hein, sont souvent beaucoup plus limitées que les communautés de prospects, quoi. C'est ça. Bootcamp, c'est ça. Bonjour à ton chat. Ouais, je vous présente Gaston, mon chat. Mais ouais, souvent, c'est souvent ça. C'est que, bah, tu vois, tu parlais du cadre du bootcamp. Après, c'est vrai que le bootcamp, tu as quand même tout le programme de la formation où tu as déjà toute la valeur qui est délivrée et tout. Donc, tu as quand même de quoi faire en termes en termes de communauté. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 personnes dans le bootcamp, quoi. Ouais, bah ouais, ouais. Puis au bout d'un moment, justement, sur ce genre de truc, enfin, quoi que je suis sur la communauté de Le Wagon, qui sont des communautés d'apprenants. Le Wagon, c'est de la formation tech, en gros. Et Ok. ils en ont dans le monde entier et ils ont plus de 50 000 personnes sur leur Slack. Ouais. Donc, comme quoi, tu peux avoir des communautés d'apprenants avec énormément de monde. Ouais. Après, évidemment, ça dépend aussi de qui tu es. Enfin, de qui tu es. Genre, si tu as déjà une grosse audience ou Ouais. si tu es déjà un acteur connu depuis 20 ans dans ton domaine, forcément, tu vas lancer ta communauté, tu auras un peu plus de monde que si tu pars sur LinkedIn avec 100 abonnés et que la moitié sont des copains à toi, quoi. Alors, c'est vrai quand même que c'est une bonne pratique si on veut monter une communauté, d'abord commencer par une audience. Et Hmm. ensuite, Ouais. Ouais. Et puis, bah, c'est surtout, en plus, ton audience te permet de trouver bah, ce que les membres veulent, en fait, aussi. Mm, Donc, mm. ok, non, mais c'est assez clair pour la méthode et je pense que c'est une méthode que chacun peut au moins répondre à ses questions. Déjà, Ouais. je pense que ça peut être très utile et comme tu as dit aussi, ne pas hésiter à remettre en question ce qu'on a fait. Parce que tu vois, tu le disais, même si tu crées ta communauté, etc., si tu ne te remets pas en question, si tu ne la fais pas évoluer, bah, tu vois, il se peut que tu perdes un peu de vitesse aussi en cours de route. Ouais. Donc, Bah ouais, faut pas hésiter à douter là où je suis très fort. D'accord. Donc, comme quoi, ça peut être une force parfois. mais après, bah, le doute aussi te permet d'un côté de demander des feedbacks à tes membres. Donc, d'un côté, c'est aussi bien parce que Ah ouais, et puis de remettre en question ce que tu as mis en place, quoi. voilà, puis de prendre les feedbacks et de mettre à contribution les membres parce que c'est eux aussi qui participent au développement de la communauté. Donc, d'un Mm. côté, c'est pas plus mal. Euh, et j'avais aussi une petite question pour la Madame Irma qui sommeille en toi. Comment tu vois l'avenir des communautés dans les 3, 5, 10 ans à venir? Je vais tirer les cartes et je vais te dire ça. Alors, l'avenir. Alors, t'as dit quoi? Parce que je t'ai concentré sur ma connerie. Pour les quoi? 3, 4, 5 années? 5 prochaines Ouais, années? enfin, d'ici Oui. 3, 5 ans. Bah, moi, j'en entends beaucoup parler des communautés, hein, vraiment beaucoup. Alors, est-ce que c'est un soufflet qui va retomber? Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup qui en parlent, mais c'est pas non plus pour ça que je vois un déchaînement de clients qui viennent vers moi. Je suis quand même obligé un peu de brasser pas mal d'air pour me montrer et montrer que mon activité existe. Mais bref, non, 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 pour moi, ça a quand même bien évolué. Il y a pas mal de monde qui font bouger les choses, bah, notamment toi avec ce podcast. Et il y a pas mal d'autres personnes. J'ai de plus en plus, je vois que j'ai de plus en plus de demandes, mais après, c'est que je me mets pas mal en avant aussi. Et donc, ouais, je sais que les indépendants, moi, j'accompagne beaucoup d'indépendants. Alors, je sais Hmm. pas si c'est parce que je gère la communauté de Crème de la Crème, et donc j'ai beaucoup d'indépendants dans ma
dans mon audience, ce qui fait que j'ai beaucoup d'indépendants dans mes clients. Et moi, j'ai l'impression que la relation communauté-indépendant va devenir de plus en plus forte. Je le vois beaucoup sur que ce soit les collectifs de freelance, les indépendants qui créent des communautés de clients pour leurs clients, des formations avec des solopreneurs qui créent leur formation et qui adossent cette formation avec des communautés, ou encore même des gens, des audiences qui sont créées. Alors là, les community builders vont me taper sur les doigts, et peut-être que toi aussi. Mais je sais qu'il faut faire vraiment la différence entre audience et communauté. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de voir que quand on va sur LinkedIn, etc., il y a certains un peu gourous de LinkedIn qui ont souvent les mêmes personnes qui parlent, qui vont même parler entre elles, etc. Et ça peut, j'arrive pas à m'empêcher quand même à me dire qu'il y a quand même des composantes communautaires un petit peu sur certaines audiences qui sont créées auprès de certains indépendants. Donc voilà, je ne saurais pas sur le reste parce qu'en ce moment, je suis très focus indépendant. C'est plus le hasard de mon ciblage qu'autre chose. Mais en tout cas, sur ma cible, je vois que c'est un bon buzzword du moment, quoi. Ouais. Tu disais qu'on entendait beaucoup parler aujourd'hui, mais qu'il n'y avait pas non plus beaucoup plus de demandes que ça. Pour toi, à quoi c'est dû? Est-ce que tu penses que... parce que moi, tu vois, je vois beaucoup de communautés qui se sont montées, que tu vois, des serveurs Discord, des Slack ou autres. En fait, il y en a beaucoup qui sont tombés à l'eau. Euh, Est-ce que tu penses que si c'est peut-être dû à un problème de gestion, le fait que tu as un buzzword, donc tout le monde s'est dit je vais monter ma communauté, et le fait de ne pas se faire accompagner, de vouloir développer sa communauté tout seul, bah, au final, des fois, tu te rends compte que les gens, 3 mois après, il n'y a plus aucun échange sur le Discord, quoi. Bah, en tout cas, ça va pas inciter les personnes. C'est sûr que quand c'est pas fait un peu dans les règles de l'art, c'est pour ça que j'ai insisté un petit peu sur les 5 piliers tout à l'heure de la méthode. C'est des piliers qui vont faire en sorte que, parce qu'on pourrait très bien commencer au pilier 3 et arriver directement à trouver l'outil et à le lancer comme ça et à dire bon, bah maintenant je mets plein de gens dessus et maintenant parlez entre vous, tu vois. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas fait tout le truc en amont de savoir pourquoi tu le fais, quelles raisons, c'est quoi le ROI, c'est quoi l'intérêt pour les membres, c'est quoi le programme, bah, je pense qu'il y en a plein qui ont fait ça comme ça en se disant oh, je veux une communauté moi aussi, qui ont monté une communauté, qui se sont dit je verrai plus tard l'intérêt, comme souvent les gens font pour les audiences. Sauf que bah, là, ça finit généralement sur quelque chose où il n'y a personne qui parle, quoi. Et puis, oui, après, sur la partie animation, ça reste quand même un peu de temps qui est passé, même si je suis persuadé que c'est moins de temps qu'on peut réussir à le faire avec assez peu de temps, ce que j'arrive à faire moi. À peu près une demi-heure de travail par jour sur la partie vraiment espace d'échange, modération, message, tu vois. Ouais, mais une fois que tu as mis aussi en place toutes les automatisations, que tu as ta routine, que tu as ton calendrier, donc il y a quand même une grosse partie de taf en amont. Ouais, c'est ça. Et après, une fois que, voilà, après, chez Crème, ça fait 3 ans et demi aussi que tu y es. Donc forcément, ça te prend moins de temps au fil des Ouais, mais années. j'ai le souvenir d'avoir eu cette. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez rigoureux quand même et d'organiser. Et du coup, je me souviens, je découvrais Notion en plus à cette époque-là. Donc, j'étais à fond dans. Je faisais des relations, des machins, des trucs. Donc, j'avais vraiment un truc, une machine à gaz que j'ai créée et que j'utilise toujours aujourd'hui, qui me permet en fait de vraiment de me faciliter, la vie. Mais oui, c'est bien d'être préparé, de bien préparer son truc. Et j'ai perdu ta question d'origine, mais voilà. On était sur l'avenir des communautés. Ouais. Donc voilà. Ouais, je sais plus où est-ce que ce que je Non, disais. C'est bon. t'inquiète, on a divagué, mais c'est pas grave. Quand on regardera le rush, on verra que on a répondu. Enfin, en gros, on a quand même répondu à la question. Ok, Enfin, tu as très bien. répondu à la question. Ou du coup, pour toi, l'avenir, en gros, c'est. Enfin, aujourd'hui, tu as l'impression que c'est un buzzword, entre guillemets, qu'il y a un peu d'engouement,
mais que finalement, ça émerge pas autant que prévu, quoi. Après, j'ai aussi cette impression que les boîtes ont du mal à trouver les bonnes personnes pour monter ce genre de projet. Parce que je suis en train de râler parce qu'il n'y a pas assez de gens qui viennent me voir pour bosser avec moi. Mais en même temps, quand les boîtes elles viennent pour bosser avec moi, elles ne veulent pas faire l'opérationnel et moi non plus. Donc, ça fait que Ouais. en fait, ils ont du mal à trouver enfin, j'ai une boîte assez grosse là qui est venue me voir et qui a été obligée de mettre grosse dans la fiche de poste pour attirer des personnes parce que sinon, bon, après, c'est pas trop du mensonge, puisqu'on peut appeler ça du community-led grosse qu'ils font, tu vois. C'est juste qu'ils ont un peu ils ont mis en avant le côté grosse et moins en avant le côté communauté, mais ensuite Ouais. pour essayer d'avoir du monde et enfin bref. Ouais, Mais voilà. Je pense que c'est peut-être la difficulté, en fait, du coup, à trouver les bonnes personnes pour monter ces communautés, parce que, euh, enfin, un community builder, c'est pas non plus un job qui est connu et reconnu de tous aujourd'hui, tu vois. Tu vas dans la rue, tu dis, je suis le community builder. ah bah, Je pense pas que les gens te regardent. chaque fois qu'on me demande ce que je fais, Voilà, j'adapte mon discours en fonction de la personne en face de moi, hein. voilà. Euh, donc il y a peut-être aussi ce problème-là ou peut-être aussi des boîtes ou des personnes qui pensent qu'elles peuvent le faire toutes seules, pardon, Mhm. parce que elles disent, bon, bah, voilà, je vais mettre des gens dans un Slack, dans un Discord, dans un WhatsApp. Je vais poser deux, trois questions par-ci, par-là, puis ça va se faire, quoi. Sauf qu'en fait, c'est bien plus compliqué que ça, et c'est bien plus prenant que ça aussi, et Mhm. c'est beaucoup de si derrière. Donc, c'est ça qui est pas évident, et ça aussi que j'essaie de mettre en avant, en lumière, à travers ce podcast, c'est que c'est pas simple d'être community builder, donc, ou dirigeant de réseau, quoi. C'est vraiment un travail à temps plein. Donc, faut aussi savoir à quoi s'attendre derrière. Mhm. Et j'avais juste une toute dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais évoquer et dont on n'a pas encore parlé, que voilà, tu aimerais partager à nos auditeurs? Bah, on a dit quand même pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a pu dire enfin, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? J'essaie de réfléchir. Je fais le tour un petit peu de. Après, c'est pas grave, hein, si t'as rien en tête, ça peut juste être un mot de la fin ou voilà. Ouais, ouais, bah écoute, en tout cas, non, le mot de la fin, si, c'est que, bah, en effet, hein, c'est cool qu'il y ait des gens comme toi. Moi, j'essaye un petit peu à mon échelle aussi. Il y a d'autres, il y a d'autres, enfin, d'autres créateurs de contenu, je sais pas comment on appelle ça, ou en tout cas, voilà, qui parlent de communauté. Et je pense que c'est vrai que c'est en parlant autour de nous qu'on va se rendre compte qu'en fait, il y en a de plus en plus. Moi, plus j'en parle et plus j'en rencontre. Et plus Ouais, je me dis, ah, mais en fait, il y en a plein. Enfin, il y a pas longtemps, on ne se connaissait pas non plus. Et maintenant, on se retrouve totalement. à échanger aujourd'hui. Et je me rends compte que tu fais pas mal de choses. Donc voilà. Mon mot, c'est bah, voilà, si vous qui écoutez, vous faites du community building, que vous gérez des communautés, parce qu'il ne doit pas y avoir que des gens qui gèrent des communautés qui nous regardent, mais si vous en gérez une, voilà, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à prendre la parole sur Internet, tout ça. Déjà, ça intéresse beaucoup de monde, et puis ça fera grossir le gâteau. Ça sera C'est plus ça, intéressant pour tout le monde. exactement. Bon, bah, c'est un très beau mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Clément? LinkedIn, je suppose. Bah, j'habite à La Rochelle. Euh, Ok, souvent dans le PMU, dans le bâtiment, non, je plaisante. Non, non, je suis pas mal présent sur LinkedIn, même si en ce moment, les résultats laissent à désirer, ce qui font que ça me donne un peu envie de quitter la plateforme, mais on passe tous par là. voilà. Mais non, ouais, ouais, je m'exprime pas mal sur LinkedIn, au moins une fois par semaine, sur des sujets communauté. Et sinon, j'ai une newsletter qui s'appelle Community Tips. Community Tips. CO Community TIPS, quoi, Community Tips. Et voilà, et donc si vous tapez ça, vous trouverez assez facilement. Ou une fois par mois, j'essaie de faire quelque chose d'assez quali, d'assez fourni,
avec de l'étude de cas et de la théorie pour expliquer des sujets communautés. C'est notamment pour les personnes qui veulent monter leur communauté ou qui veulent s'y connaître un petit peu plus. C'est là que je partage mes petits trucs. C'est d'ailleurs sur cette newsletter que moi je t'ai connu, parce que j'ai dû m'abonner il y a peut-être 3-4 mois. Voilà, puis après, au moment de lancer ce podcast, c'est là où je me suis dit, bah tiens, il faudrait que je contacte. Donc, Mais ouais, ça m'a apporté quelques opportunités, un même business, tu vois, donc c'est bien une newsletter. Et ça me permet de monter une audience, pourquoi pas peut-être monter une communauté. Ça, vraiment, mais vu que je suis quand même un petit peu charrette en termes de temps, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de monter une communauté derrière pour faire le truc à l'arrache? Et en plus, je sais que le jour où je monte une communauté, tout le monde m'attend en tournant. Si ça floppe, je suis foutu. Pas forcément, quand tu regardes je crois que c'est le cimetière de Google. Je sais pas si tu connais le truc. En fait, c'est toutes les fonctionnalités, tous les outils qu'ils ont voulu développer et que ça n'a pas marché, qu'ils ont abandonné. Et quand tu regardes le truc, il y en a tellement, et c'est Google. Donc toi, tu te dis. C'est pour ça que. T'as raison, je devrais peut-être je me mets un peu la pression, vrai, justement, de me dire si jamais je me rate, les gens ils vont se dire, ah, il est nul en fait. Non, tout le monde s'en fout. En fait, c'est pas méchant, mais tout le monde s'en fout. Ouais. Nous, on croit que tout le monde nous regarde. Au final, personne ne nous regarde. Donc, mais t'inquiète, on aura l'occasion d'en reparler. Du coup, je mettrai les liens en description de l'épisode. Ouais, bah super, merci. N'hésitez pas à aller voir, en tout cas. Allez checker ça. Je vous recommande évidemment de vous inscrire à la newsletter de Clément et à le suivre sur LinkedIn. Merci, c'est Et chouette. bien sur ce, merci Clément pour ton temps, pour tes conseils. Merci pour ton invitation et puis pour cette longue conversation. C'était très cool d'échanger avec toi. Plaisir partagé, c'était vraiment très instructif et j'espère que vous aussi, derrière vos écrans, vous aurez apprécié cet épisode. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Salut tout le monde. Salut, à la prochaine, ciao. Si cet épisode vous a plu, alors la suite devrait vous intéresser. Avec Communitico, nous accompagnons les créateurs de communautés et les dirigeants de réseau à développer leur communauté. Pour cela, on leur crée un site et une application 100% personnalisée à leur image. Et puisqu'un outil seul ne fait pas tout, nous les accompagnons également dans la gestion et l'animation quotidienne de leur communauté. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens en commentaire afin qu'on en discute. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!